Et ce webinaire est donc consacré à la transparence et à la publication des informations, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la loi sur le devoir de vigilance demande de mettre en œuvre un plan, bien évidemment, mais aussi de le rendre public annuellement dans les documents de référence. Donc avant de passer la parole à nos intervenants, juste un petit mot sur ce qu'on a vu, nous, dans le cadre de la publication des plans de cette année. Donc on a sorti une étude en début de semaine, et je crois que Marcia, tu vas la mettre dans les centres de ressources du webinaire, enfin on peut vous l'envoyer sans problème. Et en matière de, donc c'est une étude qui porte sur 83 plans de vigilance publiés entre septembre 2018 et juin 2019, et donc qui est sur l'exercice, le deuxième exercice d'application de la loi, qui demandait la publication du plan et le compte-rendu de la mise en œuvre opérationnelle du plan. Et donc concernant le reporting, et ce qui est une bonne nouvelle et ce qui était attendu, on voit que les plans sont quand même plus détaillés et qu'on a plus d'éléments concrets, et c'est lié certainement à l'avancement des démarches dans les entreprises, puisque l'année 2018 a été consacrée à la finalisation des cartos et à la formalisation des mesures du plan. Donc bien sûr, il y avait plus de choses à communiquer. Mais on voit surtout qu'il y a plus de détails globalement, hein. Ce n'est pas le cas de tous les plans, mais qu'il y a quand même certaines entreprises, quelques entreprises qui ont donné plus de détails sur véritablement les méthodos des cartos des risques, sur les résultats de ces cartos et sur des exemples opérationnels. Et moi, je pense que c'est vraiment très important de détailler précisément cette carto qui est le point de départ de toute la démarche et finalement qui est la garante de l'effectivité de la démarche, parce que ça permet d'ancrer véritablement, contextualiser les actions de l'entreprise, les réponses qu'elle a apportées par rapport à ses activités. Et donc, il est vraiment nécessaire que pour s'adresser à ces parties prenantes, elle mentionne finalement sa compréhension de l'objectif de sa démarche et les résultats de ses cartes des risques, et bien sûr les réponses, et montrer comment ces réponses sont corrélées finalement aux risques qu'elle a identifiés. Juste un petit point, mais je pense que Emmanuel va revenir dessus, c'est que cette année, il y a eu quand même pour les entreprises une articulation à faire avec la transposition de la directive européenne et la déclaration de performance extra-financière et la publication du plan de vigilance, puisque c'était pour la DPEF en tout cas une nouvelle exigence de reporting. Et donc, je pense que l'année prochaine, sûrement les obligations, la publication des entreprises par rapport à ces obligations sera sûrement peut-être mieux articulée, puisqu'aujourd'hui, on voit que c'est plutôt des superpositions de reporting que une véritable harmonisation, mais c'est dû aussi, je pense, au timing. Et donc, je passe la parole, ça me permet de faire la transition avec Emmanuel Daoud, qui est donc avocat cofondateur du cabinet Vigo et qui va nous présenter aujourd'hui tout le contexte juridique lié à cette transparence, lié au reporting extra-financier qui concerne. Je rappelle pour mémoire que je devais évoquer le reporting extra-financier, mais aussi développer le contenu de cette obligation nouvelle et la confronter au respect du secret des affaires qui a une nouvelle définition dans notre droit positif et qui résulte lui aussi d'une transposition d'une directive. Donc, ce qui m'a été demandé, c'est de voir si ces deux nouveaux dispositifs normatifs étaient opposés dans leurs objectifs, ou si au contraire on pouvait les concilier entre la transparence exigée des entreprises, mais aussi la nécessité pour elles de respecter le secret des affaires. Et tout cela en 20 minutes, ce qui va être évidemment extraordinairement simple, mais je vais essayer de m'y tenir. Alors, quelques propos introductifs. Je pense que chacun et chacune d'entre vous, pour tous les participantes et participants, vous savez que depuis 2013, la catastrophe du Rana Plaza, récemment la rupture du barrage minier de Brumadinho au Brésil, ce sont des affaires qui ont marqué les esprits, mais on peut aussi parler de nombreuses affaires dites de corruption et de corruption internationale. Ce que l'on peut retenir dans notre droit positif, c'est que l'ensemble de ces scandales environnementaux, financiers, pénaux ont conduit le législateur français
à multiplier les lois visant à encadrer et à réguler l'action des entreprises, soit parce qu'il y avait une obligation résultant de la transposition de directives européennes, c'est par exemple le RGPD ou le reporting extra-financier, soit d'initiatives pour répondre aux attentes des parties prenantes ou pour répondre à la pression de l'OCDE. C'est l'exemple de la loi Sapin 2 pour le deuxième point et des parties prenantes de devoir de vigilance à la suite de la montée des demandes justifiées après la catastrophe du Rana Plaza et après avoir découvert, s'agissant pour la France, et je citerai aucun nom évidemment, des étiquettes qui renvoyaient à certaines de nos entreprises. Je fais de procès d'intention à personne, mais voilà comment les choses ont commencé. S'agissant des obligations de reporting extra-financier, elles imposent aux entreprises de rendre compte de leur performance en matière de responsabilité sociale. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la notion originelle, elle était uniquement financière dans ce reporting. Et aujourd'hui, et c'est le lien que l'on fait évidemment avec la loi Vigilance, elle s'accompagne désormais d'un rapport de performance en matière de droits de l'homme et de l'environnement. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que pour le législateur, l'entreprise est définitivement considérée comme un acteur central de l'éthique de la vie des affaires et qu'elle doit donc mettre en place une démarche de conformité et de transparence, pas simplement au regard de la loi Vigilance, pas simplement au regard de la loi Sapin 2, mais aussi s'agissant de cette obligation de reporting extra-financier. La communication de ces informations, elle implique la mobilisation de nombreuses données, parfois stratégiques, et c'est là où on entre en relation, peut-être en collision, avec la transposition de la directive européenne du 14 avril 2016, qui est venue apporter une nouvelle définition du secret des affaires, beaucoup plus extensive. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce reporting extra-financier et ce secret des affaires recouvrent des objectifs relativement opposés, ou bien la mise en œuvre concrète de ces obligations devrait à terme conduire les acteurs économiques à s'approprier ces deux notions de manière complémentaire. C'est le pari que nous faisons en ce qui concerne l'analyse, et donc ce sera le plan de ma présentation. Il y aura une première partie sur le développement conjoint des notions de reporting extra-financier, secret des affaires, où j'analyserai le contenu, les conditions d'application, le champ d'application pour chacune de ces nouvelles données, de ces nouvelles normes, et ensuite je m'intéresserai à la compatibilité de la déclaration de performance extra-financière avec le respect du secret des affaires. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. S'agissant du contenu protéiforme de la déclaration de performance extra-financière, quel est le champ d'application? Les entreprises qui sont soumises à cette déclaration de performance extra-financière, ce sont les entités cotées assimilées de plus de 500 salariés, de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de 20 millions de total bilan. Ce qui est intéressant, c'est que, enfin en tout cas moi je trouve ça intéressant, c'est que dans la directive et sa transposition, c'est que les entités non cotées sont également concernées. Elles doivent avoir également plus de 500 salariés, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 100 millions d'euros de total bilan. L'on a considéré que dans la mesure où elles ne faisaient pas d'appel public à l'épargne, les seuils devaient être plus élevés en ce qui concerne le chiffre d'affaires ou le total bilan. En revanche, les SAS ont été exclus du champ d'application. Si l'on se place du point de vue des parties prenantes comme les ONG, c'est pas très compréhensible. Si l'on se place du point de vue des professionnels du droit, des professionnels de la finance, des professionnels que vous êtes les uns et les autres dans vos entreprises, on s'aperçoit que cette forme sociétale n'est pas celle qui est la plus utilisées s'agissant d'entreprises qui sont véritablement opérationnelles, qui ont un impact sur leur environnement étendu au sens large. Les établissements de crédit, les assurances et mutuelles institutions de prévoyance désignées comme d'intérêt public par la directive sont concernés. S'agissant du contenu de cette déclaration de reporting extra-financier, donc toujours sur champ d'application et contenu de la déclaration, les informations doivent porter sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité
ainsi que pour les sociétés cotées, les effets de cette activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale. Et pour les spécialistes que vous êtes, évidemment, énonçant cela, on voit bien la relation qu'il y a entre ce dispositif et les dispositifs, d'une part, loi Vigilance et loi Sapin 2. Il y a également des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et de conditions de travail. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce point. Travaillant et ayant, avec d'autres avocats, travaillé sur ce qu'on a appelé l'affaire du siècle, donc cette interpellation devant le tribunal administratif de l'État pour des manquements supposés aux obligations qui étaient les siennes pour assurer la protection du climat, il faut que vous sachiez, je vous transmets cette information, qu'un certain nombre d'associations ONG partenaires de cette action ont décidé, s'agissant du reporting extra-financier, d'interpeller les entreprises sur les conséquences sur le changement climatique de leur activité. Donc, ne soyez pas surpris ou surpris si, notre affaire pour tous, Oxfam France, Greenpeace France ou la Fondation Nicolas Hulot viennent un jour vous demander des explications. Je ne sais pas qui est autour de la table ou autour de l'écran, des écrans, mais c'est un axe qui va être celui des ONG spécialisées d'interpeller sur la base de cette déclaration de performance extra-financière les entreprises dont elles considéreraient qu'elles ont un impact plus important que d'autres sur le changement climatique pour demander des comptes. L'ensemble de ces informations, dit la loi, doit être vérifié par un organisme tiers indépendant qui doit être une structure externe et impartiale accréditée par un comité français d'accréditation ou un organisme européen équivalent. En clair, cela veut dire qu'il faudra que les cabinets d'audit externes soient mandatés par les entreprises pour vérifier la sincérité de cette déclaration de performance extra-financière. Et pour ce que nous en savons, les cabinets d'audit externes qui ont déjà fait l'objet d'une accréditation, ce sont les grands cabinets d'audit que nous connaissons, comme Ernst Young, Deloitte et KPMG, étant précisé que je n'ai strictement aucun intérêt dans ces cabinets d'audit, mais voilà, ils existent, ils ont été accrédités et il faudra les saisir pour procéder à l'examen et à la vérification de la sincérité de votre déclaration. C'est une déclaration, c'est du déclaratif, mais il faut savoir qu'il peut y avoir une sanction si les entreprises ne respectent pas cette obligation déclarative dès lors qu'elles rentrent dans le champ d'application de cette loi. Il faut toute partie prenante, toute personne intéressée pourra demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux membres du conseil d'administration ou du directoire d'un émetteur de produire à leur charge une déclaration de performance extra-financière. C'est très important quand on essaye de faire de la pédagogie auprès des directions générales. Ce sont ces directions générales, ce seront les mandataires sociaux, ce seront les administrateurs qui auront à répondre devant le juge des référés, parce que l'on considère que dans le cadre d'une bonne gouvernance, c'est aux administrateurs, c'est aux patrons, c'est aux mandataires sociaux de faire en sorte que cette obligation déclarative soit souscrite. Et donc, lorsqu'on est toujours sur ces questions opérationnelles de développer ce type de déclarations qui ont un coût pour l'entreprise et que parfois, je le dis sans ironie, on a des directions générales qui ne sont pas forcément totalement convaincues de la nécessité de faire les choses bien parce que ça coûte de l'argent, il faudra leur rappeler que devant le juge des référés, ce sont ces personnes-là, physiques, qui devront répondre devant le juge des référés de l'absence de déclaration ou de mauvaises déclarations, et tout cela sous peine d'astreinte. Alors, quand est-ce que cela doit être, cette déclaration de performance extra-financière doit être publiée? Elle doit être insérée dans le rapport de gestion qui doit être librement accessible sur le site internet de la société dans un délai de 8 mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant au minimum 5 ans. Donc, les parties prenantes, c'est assez simple, elles iront sur le site des entreprises et elles vérifieront quel est le contenu de la déclaration et verront si oui ou non on est dans les entreprises jouent le jeu.
Et évidemment, si les entreprises ne jouent pas le jeu, ça ne va pas se placer uniquement sur le terrain d'une audience déréférée qui est publique, mais les enjeux réputationnels pour les entreprises à l'égard de toutes leurs parties prenantes, leurs collaborateurs, leurs concurrents, leurs clientes et clients pourront être des enjeux réputationnels avec une grande ampleur. Et donc, évidemment, ça aussi, ça fait partie de la pédagogie que l'on doit développer à l'égard des dirigeants et mandataires sociaux pour qu'ils jouent le jeu et de façon pleine et entière. S'agissant de la définition du secret des affaires, du nouveau secret des affaires, c'est une loi du 30 juillet 2018 qui a transposé la directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection du secret des affaires. Alors, sans refaire la genèse de cette transposition, l'autre intervenante qui représente Sherpa a été très à la pointe d'une demande d'un secret des affaires qui soit limité dans sa portée, dans ses effets. Sherpa n'a pas été entendu, comme d'autres, comme Reporters sans frontières qui défendait les intérêts des journalistes, s'agissant des investigations à mener. Moi, pour ce qui me concerne, avocat du droit pénal des affaires, avocat de la gouvernance des entreprises, mais aussi avocat de certaines ONG comme la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme ou d'autres, je considère pour ma part que le texte est assez équilibré. On peut ne pas partager cette analyse. Définition du secret des affaires, il doit y avoir 3 critères cumulatifs. Ces critères sont: les informations sont secrètes, c'est-à-dire que dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exact de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant au milieu qui s'occupent de ce type d'informations ou ne leur sont pas aisément accessibles. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que si vous êtes dans la situation où vous voudrez protéger certaines de vos informations et que votre sécurité informatique, votre éducation numérique, je parle de l'entreprise, de ses collaborateurs et collaboratrices, fait que de simples recherches sur des sources ouvertes permettent de collecter les informations dont par ailleurs vous demanderiez la protection, vous n'obtiendrez jamais la protection relative au secret des affaires. Donc, il faut vraiment, pour les entreprises et les personnes en charge, faire en sorte que l'éducation informatique, l'éducation sur la sécurité numérique, sur la protection des données soit de qualité, parce que sinon, ce dispositif ne servira à rien. Les informations sont secrètes, les informations doivent avoir une valeur commerciale effective ou potentielle. Et les informations doivent faire l'objet de mesures de protection raisonnables destinées à les garder secrètes. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit Fort Knox, mais il faut aussi qu'il y ait un niveau de sécurité informatique qui soit celui d'ailleurs qui est exigé par le RGPD, sauf pour les entreprises et les responsables physiques, personnes physiques, de contrevenir à la loi informatique et liberté et être exposés à des sanctions administratives ou pénales si la sécurité informatique n'est pas suffisante. La protection de ce secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'utilisation et la divulgation des informations sont requises par le droit de l'Union européenne, les traités internationaux ou le droit national, notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives. C'était pour répondre à une critique en disant finalement les entreprises non vertueuses pourraient couvrir des informations qui seraient des informations qui mettraient en évidence des comportements non vertueux. La réponse est non. S'il y a des enquêtes administratives, s'il y a des enquêtes pénales, ce secret des affaires ne pourra pas être opposé. Second item, lorsque l'utilisation ou la divulgation est intervenue pour exercer un droit à la liberté d'expression et de communication, pour révéler dans un but d'intérêt général une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris dans le cadre du droit d'alerte défini par la loi Sapin II, cela veut dire que des enquêtes journalistiques, contrairement à ce qu'ont pu dire certaines organisations, ne seront pas freinées par ce secret des affaires, puisque dès lors que l'on poursuivra un but d'intérêt général, et dès lors que l'on voudra mettre en évidence des comportements qui auront un caractère illégal,
l'entreprise ne pourra pas opposer le secret des affaires, ou plus exactement, ne pourra pas revendiquer la protection accordée par le secret des affaires pour poursuivre les personnes, journalistes et lanceurs d'alerte qui auraient divulgué ces informations. Le champ de protection du secret des affaires est donc défini par l'objet des informations et non par le type des sociétés visées. Autrement dit, si le secret des affaires n'est pas absolu, il est néanmoins susceptible de s'appliquer à l'ensemble des entreprises, contrairement à la déclaration de performance extra-financière qui ne concerne en pratique que certaines sociétés en raison de critères d'application que je vous ai mis en évidence lors de la slide précédente. La loi secret des affaires est totalement muette sur l'articulation, excusez-moi, de son application avec la publication d'informations dans la déclaration de performance extra-financière. Et donc, on n'a pas du tout d'interrogation, ou plus exactement de cadre normatif, de guidelines donnés par le législateur s'agissant de la publication de la déclaration extra-financière avec des informations X ou Y et la protection du secret d'affaires. Certains ont considéré qu'il pouvait y avoir une incompatibilité entre les deux. De mon point de vue, il n'y a pas d'incompatibilité. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans les slides suivantes. Si on peut passer à la suivante. Donc, moi, je considère que on peut prendre dans le cadre de la publication de la déclaration de performance extra-financière, on pourra prendre en considération le secret des affaires par le principe que vous connaissez, que l'on appelle comply or explain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce principe consiste à laisser le choix à l'entreprise mettant volontairement en place un programme de conformité de ne pas évoquer un point sensible dans les procédures internes à condition de l'expliquer de manière claire et motivée et d'expliquer de façon circonstanciée les raisons de cette omission. Et nous avons un texte qui est l'article R225-5 paragraphe 3 du Code de commerce qui consacre le principe du comply or explain en droit interne selon une acception moins stricte que celle retenue dans la directive européenne du 22 octobre 2014. Cette approche plus large de la notion de comply or explain laisse une plus grande latitude pour l'entreprise qui souhaite conserver la confidentialité de certaines des informations. Et donc, on a là un compromis entre l'obligation de reporting et la protection du secret des affaires. Et je considère qu'à partir du moment où l'on peut utiliser ce principe de comply or explain, l'entreprise ne doit pas appréhender la déclaration de performance extra-financière comme un obstacle empêchant de se réaliser économiquement, mais comme une composante de sa compétitivité. En d'autres termes, je peux donner des gages de ma transparence, je peux mesurer mon impact sur l'environnement, je peux mesurer mon impact quand j'y suis soumis sur les droits humains, sur la protection du climat, sans pour autant me mettre en danger d'un point de vue concurrentiel, sans pour autant révéler des éléments d'information absolument confidentiels et au contraire, donner des gages à la communauté financière sur le fait que je suis une entreprise vertueuse quand je suis coté et que mes titres sont donc alléchants de ce point de vue-là. Et quand je suis une société non cotée, je peux également donner des gages à l'ensemble des parties prenantes pour leur dire voilà, je respecte les règles du jeu. Et il me semble que ce principe de Comply and Explain peut vous permettre de répondre à ces interrogations. Alors, si on veut rentrer un peu plus dans le concret, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ce principe, je vous rappelle que la directive européenne du 22 octobre 2014 avait intégré cette notion de Comply or Explain en prévoyant que les États membres pourraient autoriser les entreprises à ne pas divulguer des informations, je cite, portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation. Cette mesure devait néanmoins demeurer exceptionnelle et était soumise à plusieurs conditions contraignantes. Les membres de l'organe d'administration, de gestion et de surveillance devaient rendre un avis dûment motivé. L'avis devait démontrer que la communication des informations nuirait gravement à la position commerciale de l'entreprise et l'omission de l'information ne devait pas faire obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité. Voilà quelle était la définition qui était donnée par la directive.
Aujourd'hui, on peut imaginer que cet article R225-5, paragraphe 3 du Code de commerce, fait peser, de mon point de vue, des obligations moins importantes s'agissant des entreprises parce qu'il est moins précis et je considère de mon point de vue que si l'on se place d'un point de vue strictement franco-français, les entreprises pourraient se défendre de manière plus… se défendre, le terme n'est pas le bon, pourraient utiliser cet article pour assurer à la fois une transparence, mais tout en ne révélant pas des informations qui seraient véritablement confidentielles, sans manquer à leurs obligations s'agissant de la déclaration de performance extra-financière et sans avoir à se retrancher envers et contre tout derrière le secret des affaires. Emmanuel, si tu veux ajouter des choses que tu n'as pas eu le temps de préciser, ou des impressions, ou des perspectives. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que on a ces dispositifs qui sont en vigueur, mais qui sont de nouveaux dispositifs, et il faudra bien que les entreprises et les juristes de ces entreprises soient très attentifs à l'évolution de la jurisprudence. D'une part, la jurisprudence civile, puisque, comme nous l'avons vu tout à l'heure, s'agissant de l'obligation déclarative de performance extra-financière, il y aura le juge des référés qui pourra statuer, si le juge des référés rend une décision qui ne satisfait pas l'une des parties, la cour d'appel pourra également être saisie. Donc il va y avoir des jurisprudences qui vont arriver, mais il ne faudra pas perdre de vue non plus ce qui va se produire dans les années à venir, au regard notamment de la justice pénale, mais pas simplement, de l'autorité des marchés financiers, de l'autorité de la concurrence, voire de la Commission nationale informatique et liberté, qui vont s'approprier nécessairement dans la caractérisation, si on est au pénal, de l'élément intentionnel, et si on est de manière plus non pénale sur la caractérisation de la mauvaise foi, des informations qui seront, et de la qualité et de la sincérité des informations qui seront publiées par les entreprises dans leur rapport de gestion et au travers ou en application de cette déclaration de performance extra-financière. Et on verra à ce moment-là quel sera l'impact administrativo-judiciaire de la publication de ces informations, de leur contenu et de leur sincérité. Donc, on verra à ce moment-là aussi quelle sera la fin du caractère contraignant. Quand je dis la fin, quel sera le processus de contrainte pour les entreprises d'avoir à respecter cette obligation-là, parce qu'elles verront à ce moment-là quelle est l'utilisation qui est faite de ces informations par les autorités de contrôle ou par le juge judiciaire ou par le juge administratif. Et quand je dis juge judiciaire, je mets le juge civil d'une part et le juge pénal d'autre part. Donc, on va être les uns et les autres, les avocates, les avocats et toutes les personnes intéressées, extrêmement attentifs aux premières décisions qui vont nous donner des guides de lecture sur ce qu'il faudra faire ou ne pas faire. Et ce n'est pas des informations qui ne vont pas être exploitées par les administrations, les autorités de tutelle et par la justice. Elles seront exploitées et elles sont d'ores et déjà, comme a pu le faire Sherpa dans un ou deux dossiers, s'appuyant sur les codes de bonne pratique, s'appuyant sur les codes de déontologie sur des affaires dites de tromperie sur les pratiques commerciales, pratiques commerciales trompeuses. Là aussi, les ONG, parties prenantes, mais ça pourra être demain toute personne intéressée, pourront s'appuyer sur ces informations pour peut-être développer des stratégies judiciaires d'interpellation ou des stratégies d'interpellation publique. Donc, il faudra être attentif. C'est un point sur lequel je voulais insister. D'accord. Donc, l'utilisation par les ONG et par les autorités administratives et par les juges, finalement, décideront de savoir si les entreprises communiqueront plus ou si elles se replieront un peu sur oui. la manière dont elles communiquent. C'est ça que tu essayes de dire. Oui, exactement. Okay. Très bien. Sachant que nous, alors je vais revenir qu'au plan de vigilance, mais c'est vrai que ce qu'on essaye de porter, et je pense qu'on va le voir aussi, et je pense que Lucie pourra le développer, c'est que le fait finalement de ne pas communiquer un plan effectif
ou qu'il le paraît en tout cas, est un risque juridique en soi de se voir mettre en demeure, de se voir challengé par les parties prenantes qui vont juger la qualité, qui vont être finalement les premiers juges de la qualité du plan et qui vont décider par leur propre interprétation et appréciation aller voir, de se retourner contre l'entreprise. Du coup, il faut trouver, c'est clair, un équilibre entre la qualité, c'est pas tellement l'exhaustivité, je pense, ou l'extrême précision des données qu'il faut primer, mais plus précisément le fait que l'entreprise puisse dire pourquoi elle a choisi tel risque, par exemple, pourquoi elle va prioriser ça. Et c'est compliqué pour une entreprise d'aller dire ah ben non, moi je préfère choisir, je caricature, hein, mais travail des enfants plutôt que le travail forcé ou autre. Et donc c'est vraiment que l'entreprise s'interroge sur ses propres méthodologies. Et à vrai dire, celles qu'on voit qui ont bien communiqué cette année sont celles qui étaient déjà engagées dans des démarches de maturité et sont celles qui sont finalement, je pense, à l'aise avec la méthodologie employée et leur compréhension de la loi. Donc, il y a véritablement un équilibre à trouver. Et nous, on a tendance à considérer que les informations, droits humains, environnementales, déjà et tu l'as dit, hein, sont quand même connues. Alors, se réfugier derrière la confidentialité, alors que souvent, c'est quand même des choses connues de dire que dans tel pays, il y a un risque droit humain. Un risque inhérent de dire que c'est à partir d'informations publiques que les entreprises identifient aussi leurs risques. Donc, je crois que c'est véritablement sur la qualité des informations que sur la quantité et surtout sur la qualité du raisonnement et des méthodos que les entreprises peuvent montrer véritablement et remplir leurs obligations finalement au titre de plan de vigilance et reporting extra-financier, sans compromettre d'un autre côté le secret des affaires et la confidentialité. En l'occurrence, si tu m'y autorises, Bien sûr. je pense vraiment que c'est un combat d'arrière-garde d'imaginer qu'il ne faut pas, et je fais de procès d'intention à personne évidemment, qu'il ne faudrait pas jouer le jeu. D'abord jouer le jeu, c'est impropre, respecter la loi en ayant une déclaration de performance extra-financière qui soit sincère, c'est-à-dire quand je dis sincère, soit de qualité. Évidemment, ça ne veut pas dire exhaustif, de qualité. C'est un combat d'arrière-garde parce que la conformité ou la compliance et les programmes de conformité en tout genre, avec tous ces dispositifs que l'on a cités, c'est devenu le lot commun de toutes les entreprises d'une certaine taille. Et on voit que les seuils ne sont pas finalement si élevés que cela. C'est un combat d'arrière-garde parce qu'on est dans un environnement concurrentiel qui fait que d'autres entreprises sont pour d'autres pays concurrents sont de ce point de vue-là plus exemplaires. On peut nous opposer évidemment que les entreprises russes, chinoises, indiennes et autres qui sont des concurrents directs dans certains secteurs d'activité sur certains continents n'ont pas, je reprends le terme qui avait été employé par une représentante du MEDEF, ce handicap lorsqu'elles vont concourir sur des marchés ou remporter des appels d'offres. Peut-être, mais on s'adresse aujourd'hui à des entreprises françaises qui sont soumises à un dispositif français et européen. Et à partir de là, il faut partir de l'existant. Et l'existant, ce sont des obligations qui sont impératives. Et c'est un combat d'arrière-garde parce que les parties prenantes, que ce soit les concurrents, mais surtout les ONG ou les syndicats professionnels, les institutions représentatives du personnel ou des individus qui sont des activistes, et quand je dis activistes, ce n'est pas péjoratif, ont la capacité, au travers de la masse d'informations qui sont publiées d'ores et déjà par les entreprises de façon délibérée, au travers d'un certain nombre de documents, mais de façon non délibérée, parce qu'il y a beaucoup de sources ouvertes que l'entreprise ne maîtrise pas, on peut se retrouver à ne pas communiquer sur des éléments dont on ne sait même pas qu'ils sont déjà en train de circuler ou qu'on peut aller les chercher. Et de ce point de vue-là, d'un point de vue réputationnel, je pense que ce serait catastrophique pour une entreprise de ne pas avoir été suffisamment qualitative, alors même que, au travers d'une action en référé, voire même une interpellation purement publique, on s'apercevrait que les données qu'elle n'a pas voulu porter à la connaissance du grand public, de la communauté des parties prenantes, en réalité, en grattant un peu, on a pu les trouver et avec des conséquences qui, encore une fois, seraient assez désastreuses en termes de réputation.